Tout le monde se moquait de mon ami parce qu'il était concierge jusqu'à ce qu'il commence à leur balayer le plancher avec eux. Théo était notre quart arrière vedette, le type que tout le monde pensait voir dans les ligues majeures. Jusqu'au jour où il s'est tordu la cheville, ce qui a coûté un championnat à l'école. Tout le monde l'a traité comme un fantôme après ça. Alors, quand il est apparu à nos retrouvailles, j'ai tout de suite su que ça allait être difficile. Ses anciens coéquipiers l'ont appelé à leur table et ont souri. « Alors Théo, que fais-tu ces jours-ci ?»« Je travaille pour le gouvernement, » dit simplement Théo. « Comme quoi? De la paperasse, au service des véhicules à moteur ?»« Non, je gère les dangers, comme quand les choses deviennent moches, » expliqua-t-il. Tout le groupe a éclaté de rire. « Alors, tu es concierge? Théo le concierge? Le perdant a un travail de perdant. Ça te va bien. » Louise, une de ses anciennes amies, secoua la tête avec un air de dégoût. De lancer des touchdowns à nettoyer des toilettes. « Mec, tu t'es vraiment écrasé. Jésus, Théo, que s'est-il passé ?» Mais Théo n'a pas semblé s'en soucier. « J'aime ce que je fais, » dit-il calmement. Cela n'a fait qu'augmenter leur envie de le taquiner. Louise a renversé un verre de vin rouge pendant le dîner et a immédiatement appelé à travers la salle. « Hé, concierge, j'ai un travail pour toi. » Ils ont forcé Théo à se mettre à genoux pour nettoyer le vin pendant que 3 personnes différentes le filmaient. « Au moins, tu es bon à quelque chose maintenant. » Riant. Puis ils ont appelé l'ex-petite amie de Théo, Haley, qui était autrefois notre cheerleader en chef. Elle s'est approchée vêtue de vêtements de créateur. Son mari chirurgien derrière elle. Elle a piétiné la main de Théo alors qu'il essuyait le vin par terre. « Je n'arrive pas à croire que je suis sortie avec toi. Je veux dire, c'est tellement embarrassant. Dieu merci, j'ai épousé un chirurgien. » Je ne pouvais pas rester à regarder. Je me suis avancée et j'ai saisi le bras de Théo, le tirant du sol. « Comme c'est mignon, demander de l'aide à la première de la classe, » ricanait Louise. Je l'ai fusillé du regard. « Je suis avocate maintenant. Alors, si j'étais toi, je ferais attention. »« Oh, ça fait peur et c'est un peu sexy, » se moqua-t-il avec un sourire. Théo s'est interposé entre nous et s'est redressé, dominant Louise, qui a reculé. J'ai tiré la manche de Théo et l'ai éloigné du groupe. « Je sais que nous ne sommes pas proches, mais tu n'as pas à supporter leurs conneries. Ça fait 10 ans et ils ne sont toujours pas passés à autre chose après ce match. Et être concierge est un bon travail. » « Tout travail est bon, » ai-je lâché. Il a souri doucement et m'a regardé avec des yeux étrangement calmes. C'est bon, vraiment. Mais 20 minutes plus tard, pendant la cérémonie de remise des prix, Louise est montée sur scène en titubant ivre et a attrapé le micro. Nous avons un prix spécial ce soir. Théo, viens ici. J'ai attrapé son bras. N'y va pas, ils vont t'humilier. Il a tapoté doucement ma main. Je dois y aller. Meilleure vue de la salle, dit-il, ses yeux balayant toutes les sorties. Louis a souri et a tendu à Théo une vraie ventouse prise dans le placard de nettoyage. La lui présentant comme un trophée, toute la salle a éclaté de rire. C'est alors que les portes ont explosé. 7 hommes masqués avec des armes automatiques sont entrés. Tout le monde est instantanément tombé au sol, criant et suppliant pitié, sauf Théo. Il s'est accroupi sur la scène, rapidement, se cachant derrière l'un des rideaux tout en chuchotant dans sa montre. Il s'est faufilé par la porte de derrière de la scène pendant que les hommes nous encerclaient et commençaient à prendre nos sacs. Portefeuille, montre, et ont commencé à poser ce qui ressemblait à des bombes sur certains hommes. Juste au moment où ils arrivaient à moi, Théo a fait irruption à nouveau, vêtu d'un équipement tactique complet. La fenêtre s'est brisée alors que d'autres hommes en noir descendaient en rappel. « Chef, nous avons 7 hostiles, 40 civils. » Théo a pris le commandement total, aboyant des ordres avec une précision militaire. Il a neutralisé 3 des hommes à lui seul. Et ce n'était pas comme dans les films. C'était précis, presque ennuyeux par l'efficacité avec laquelle il les a arrêtés. Quand la fumée s'est dissipée, Théo se tenait au milieu de 7 terroristes ligotés. Son commandant est entré. « Travail remarquable comme toujours, lieutenant-colonel. » Tout le monde l'a regardé, sous le choc. « Tu as dit que tu nettoyais des choses, » a crié Louis. « Je nettoie des cellules terroristes et des menaces internationales. Les matières dangereuses que je gère sont des armes de destruction massive. C'est vous qui avez supposé que je parlais de toilettes. » Il a ramassé la ventouse et l'a tendue à Haley, qui le regardait avec une expression embarrassée. « Gardez-la. Cela vous rappellera peut-être ce que vous avez manqué. »
Son unité a commencé à l'escorter vers l'accès au toit. Avant de partir, il s'est approché de moi. « Tu les as laissés t'humilier. Tu savais que quelque chose allait arriver. » Il a hoché la tête. J'avais des informations sur une menace potentielle. Je ne pouvais avertir personne sans me démasquer. L'humiliation n'était qu'un petit prix à payer pour garder tout le monde en vie. Il a ramassé une fleur tombée et l'a mise dans mes cheveux doucement. « Surtout toi. Je dois y aller, mais je te tiendrai au courant si ça ne te dérange pas. » « Pas si vite. Je pense que tu oublies une chose. » Louis a souri en se levant, une bombe attachée à sa poitrine. Sa main a bougé vers sa poitrine et il a soulevé sa chemise. Tout le monde dans la salle s'est figé. Des fils serpentèrent sur son torse en boucles désordonnées. Un téléphone collé juste au centre. Des blocs de quelque chose de gris et de dense enveloppèrent ses côtés, avec plus de rubans adhésifs maintenant le tout. J'ai observé tout le corps de Théo changer en peut-être une demi-seconde. Ses épaules se sont redressées. Ses pieds se sont déplacés vers une posture plus large. Ses yeux se sont fixés sur Louise avec une concentration totale. Le gars décontracté qui acceptait toutes les insultes s'est simplement évanoui. Ce qui restait maintenant semblait militaire et dangereux. La salle est devenue complètement silencieuse. Quelqu'un près de moi a commencé à pleurer, mais a coupé court. Théo a levé une main à plat comme un signal d'arrêt. Sa voix est sortie différente d'avant. Calme mais dure, imposante, d'une manière qui oblige tout le monde à écouter. Il nous a dit à tous de rester immobiles. Ne bougez pas, ne parlez pas. Son équipe a répondu instantanément. Ils se sont dispersés autour des bords de la salle. Leurs armes sont restées prêtes mais pointées vers le sol. Chacun d'eux surveillait Louise. Théo a continué à le regarder sans ciller. J'ai finalement compris ce qu'il voulait dire par avoir besoin d'une meilleure vue de la salle. Il savait que quelque chose de grave pourrait arriver. Il s'est positionné exactement où il devait être. Théo a parlé doucement dans sa montre. J'ai à peine pu l'entendre, mais j'ai saisi quelques mots. NEDEX, police locale, configuration du dispositif, dimension de la salle. Il a énuméré des détails sur ce qu'il voyait sur la poitrine de Louise. Comment les fils étaient connectés, où se trouvait le téléphone, à quelle distance se trouvait la foule. Sa voix est restée stable tout le temps, comme s'il commandait un café au lieu d'appeler une équipe de déminage. Il s'est déplacé lentement vers Louise. Pas près, peut-être à 4,5 mètres de distance. Il s'est positionné juste entre Louise et l'endroit où la plupart d'entre nous étions assis, créant une barrière avec son propre corps. L'équipe tactique a ajusté ses positions pour correspondre à ses mouvements. Tout s'est déroulé de manière fluide et coordonnée, comme s'ils avaient pratiqué cela 100 fois. Les yeux de Théo ont rencontré les miens à travers la salle. Cette même voix ferme m'a demandé de l'aide. Garde les gens calmes, transmets les informations. Me donner quelque chose de précis à faire. La demande a coupé court à l'hystérie qui tentait de monter dans ma gorge. J'ai hoché la tête. Mes mains tremblaient, mais je me suis tournée vers les gens près de moi. Je leur ai dit doucement de rester à leur place. Respirez lentement. Ne faites pas de mouvements brusques. Me concentrer sur la tâche aidait. Ça me donnait quelque chose à faire à part avoir peur. De là où j'étais assise, je pouvais voir Louise, plus clairement maintenant. Les fils allaient du téléphone au bloc gris. Tout était connecté d'une manière qui semblait délibérée, planifiée. L'écran du téléphone brillait légèrement. Louise transpirait beaucoup. Des gouttes coulaient sur son visage. Sa main planait près du téléphone, tremblant énormément. Le sourire arrogant d'avant avait complètement disparu. Ce qui restait ressemblait à de la peur mêlée à quelque chose de désespéré. Comme s'il voulait s'en sortir mais ne savait pas comment. Ses yeux parcoururent la salle, se posant sur des visages, sur des sorties, sur Théo. Il semblait piégé. Théo a commencé à parler aux gens les plus éloignés de la scène. Son équipe s'est déplacée pour aider. Ils ont guidé de petits groupes vers les sorties latérales. 5 personnes à la fois, se déplaçant lentement et en silence. J'ai vu nos anciens camarades de classe partir. Certains que je n'avais pas vus depuis 10 ans. D'autres que je connaissais assez bien à l'école. Le soulagement m'a frappé en les voyant arriver en lieu sûr, mais la culpabilité est venue juste après. J'étais toujours là, toujours en danger, toujours assez proche de ce qui pourrait arriver. L'évacuation a continué par vagues prudentes. L'équipe de Théo a guidé les gens avec des signaux manuels et des indications chuchotées. Personne n'a paniqué, personne n'a couru. L'entraînement se voyait dans la fluidité de tous les mouvements. Plus de gens sont partis. La salle s'est vidée petit à petit. Je suis restée parce que Théo m'avait demandé d'aider à garder les gens restants calmes. Alors je suis restée.
Un nouveau groupe est arrivé par les portes principales. 3 personnes en équipement tactique complet, des mallettes lourdes dans leurs mains. Le chef était compact et se déplaçait avec une confiance totale. Théo l'a salué comme riche. Ils ont parlé rapidement et doucement. Théo a pointé le gilet, Louise, le plan de la salle. Rakesh a hoché la tête. Il a tout assimilé. Puis il s'est tourné pour s'adresser à tous ceux qui étaient encore dans la salle. Sa voix transmettait l'autorité. Il nous a demandé de reculer de 6 mètres de plus. Gardez le silence total pendant que je travaille. Ne faites aucun bruit. Restez simplement immobile et silencieux. Les gens ont reculé avec prudence. Les chaises ont gratté doucement contre le sol. Nous nous sommes tous repositionnés plus loin de la scène. Rakesh a posé sa mallette et l'a ouverte. Des outils que je ne reconnaissais pas remplissèrent l'intérieur. Il a sorti un appareil photo, d'aspect spécial, pas comme un appareil photo de téléphone normal. Il s'est approché lentement de Louise, s'arrêtant à environ 3 mètres de distance. Puis il est resté là à regarder, sans rien toucher, sans se rapprocher, étudiant simplement le gilet sous tous les angles. Les minutes se sont écoulées lentement. Il a tourné doucement, prenant des photos de différentes positions. L'appareil photo a cliqué doucement. Louise est restée figée sur la scène. Sa respiration était rapide et superficielle. La sueur trempait sa chemise. Rakesh est finalement retourné là où se trouvait Théo. Ils ont parlé à voix trop basse pour que je les entende clairement, mais j'ai saisi 2 mots qui ont retourné mon estomac. Interrupteur d'homme mort, anti-manipulation. J'en savais assez par les émissions de télévision pour comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas simple. C'était compliqué et dangereux. Si Louise lâchait, ça explosait. Si quelqu'un essayait de le retirer incorrectement, ça explosait. Mes mains ont agrippé les accoudoirs de la chaise. Théo a changé d'approche. Sa voix a changé à nouveau. Plus douce maintenant, plus conversationnelle. Il a commencé à parler à Louise de ses anciens matchs de football. Il l'a interrogée sur la vie après le lycée, ce qu'il faisait depuis 10 ans, où il avait atterri. Louise n'a pas répondu au début, il est juste resté là à trembler. Mais Théo a continué à parler, patient, sans pousser, posant juste des questions occasionnelles comme s'ils se rattrapèrent dans un café au lieu d'une situation de bombe. Lentement, Louise a commencé à répondre. Sa voix est sortie tremblante et brisée. Il a parlé de problèmes d'argent, de mauvais paris, de dettes de jeu qui ne cessèrent de croître, de personnes à qui il devait et qui n'acceptèrent pas d'excuses, qui ont commencé à menacer. Ces mots se sont précipités plus vite à mesure qu'il continuait à parler. La pression montait, la peur grandissait, ne sachant pas quoi faire. Puis les larmes ont commencé à couler sur son visage. Tout son corps tremblait. Il a avoué que quelqu'un l'avait approché pour qu'il porte le gilet. On lui avait promis que toutes ses dettes seraient effacées. Il a dit que personne ne serait vraiment blessé. Juste faire une déclaration aux retrouvailles. Faire peur aux gens, c'est tout. Juste leur faire peur et tout irait bien. Sa voix s'est brisée. Il avait l'air perdu, confus quant à la façon dont il s'était retrouvé là. L'aveu m'a frappé étrangement. J'étais toujours en colère contre sa cruauté antérieure. Comment il avait humilié Théo, l'avait fait s'agenouiller pour nettoyer, l'avait traité de perdant. Mais en l'entendant maintenant, en le voyant si piégé, si effrayé, une sympathie involontaire s'est glissée en moi. Il avait pris des décisions terribles, mais quelqu'un avait utilisé son désespoir contre lui, l'avait manipulé pour en arriver là. La situation semblait plus compliquée que je ne le voulais. Rakesh est retourné à sa mallette d'équipement et a sorti quelque chose qui ressemblait à une petite boîte noire avec une antenne. Il l'a soulevée pour que tout le monde puisse la voir. Sa voix a résonné dans toute la salle alors qu'il expliquait le plan d'utiliser cet outil spécialisé pour interrompre le détonateur du téléphone à distance. L'appareil enverrait un signal censé griller les circuits du téléphone sans rien faire exploser, mais tout le monde devait reculer encore plus, d'au moins 9 mètres de plus. Il a pointé le mur du fond près de l'entrée. C'est là que les gens devaient aller immédiatement. Théo a commencé à diriger l'évacuation tout de suite. Son équipe a guidé de petits groupes vers le mur du fond. Les gens se sont déplacés avec précaution, en silence. Personne ne voulait faire de bruit ou de mouvements brusques. La salle s'est vidée par sections. D'abord, les gens les plus proches des sorties, puis ceux des rangées du milieu. Je suis restée où j'étais parce que je continuais d'aider à coordonner, pointant les gens vers les itinéraires les plus sûrs, m'assurant que personne ne panique ou ne se précipite. Théo m'a regardé et a hoché la tête. Il voulait que je reste. J'étais utile ici. La salle semblait immense et vide maintenant,
la plupart des gens étant pressés contre le mur du fond. Seul Théo se tenait près de la scène. Rakesh et ses 2 membres d'équipe montaient à l'équipement et moi sur le côté, toujours assez proche pour tout voir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je gardais ma respiration régulière. Rakesh a placé le dispositif d'interruption sur un support, le pointant directement vers le téléphone collé au gilet. Ses coéquipiers se sont accroupis derrière une épaisse mallette d'équipement, comme couverture. Théo est resté debout, mais a déplacé son poids, prêt à bouger rapidement si nécessaire. Rakesh a regardé tous ceux qui restaient, a demandé si nous étions prêts. Théo a confirmé. J'ai hoché la tête bien que personne ne m'ait posé la question directement. Rakesh a actionné un interrupteur sur l'appareil. Pendant 3 secondes, rien ne s'est passé. Puis un fort craquement a fendu l'air comme un coup de fusil. Tout le monde a sursauté. Mes mains se sont envolées pour couvrir mes oreilles. Le téléphone sur le gilet a explosé en morceaux. Du plastique et du verre se sont éparpillés sur le sol de la scène. De la fumée s'est élevée de l'endroit où se trouvait le téléphone. Pendant un instant magnifique, j'ai senti le soulagement inonder tout mon corps. Ça a marché. Le détonateur était parti. Mais ensuite, Rich a levé la main, le signal universel d'attente. Arrêtez. Ne célébrez pas encore. Il s'est approché de la scène, a étudié le gilet à nouveau, s'est agenouillé pour le voir sous un angle différent. Mon soulagement s'est tari aussi vite qu'il était venu. Quelque chose n'allait pas. Théo l'a vu aussi. Son corps s'est tendu à nouveau. Rakesh a fait signe à son équipe de se rapprocher. Ils ont eu une conversation calme que je ne pouvais pas entendre. Puis Rakesh a pointé quelque chose sur le gilet sous l'un des panneaux. Son coéquipier s'est approché, a hoché la tête, a sorti un outil différent. Mon estomac s'est noué parce que je savais ce que cela signifiait. Il y avait autre chose. Un autre détonateur que nous n'avions pas vu auparavant. Rakesh s'est levé et s'est adressé à nouveau à la salle. Il a trouvé un détonateur secondaire, un interrupteur sensible à la pression cachée sous l'un des panneaux du gilet. Si la répartition du poids change, même légèrement, il va exploser. La nouvelle a frappé tout le monde comme un coup physique. Les gens qui commençaient à se détendre se sont à nouveau tendus. Quelqu'un près du mur du fond a fait un bruit de peur. J'ai senti ma propre peur remonter. Pire qu'avant parce que nous pensions que c'était presque fini, presque en sécurité. Maintenant, nous étions revenus au début. Peut-être pire que le début parce que ce détonateur semblait encore plus dangereux. Je me suis forcée à prendre une lente inspiration, puis une autre. Ma formation juridique a pris le dessus. Reste calme. Projette la confiance même quand tu ne la ressens pas. Les gens près de moi semblaient terrifiés. Vraiment terrifiés. Une femme a commencé à pleurer doucement. Je me suis approchée d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule. Je lui ai dit avec la voix la plus ferme que je pouvais gérer que les experts savaient ce qu'ils faisaient. Nous devons juste rester silencieux et les laisser travailler. Elle a hoché la tête, mais a continué à pleurer. Je comprenais. Je voulais pleurer aussi. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. Pas quand les gens avaient un besoin que quelqu'un ait l'air d'être en contrôle. Théo n'avait pas bougé de sa position près de la scène. Il parlait à nouveau à Louise. Sa voix était si calme. C'était presque étrange, comme s'ils avaient une conversation normale au lieu de gérer une bombe. Il a dit à Louise de rester absolument immobile. Ne change pas de poids. Ne bouge pas les bras ni les jambes. Respire juste lentement et écoute. Rakesh les a rejoints, a commencé à donner des instructions à Louise pour de petits mouvements. Lève ton bras gauche d'1 pouce. Arrête, maintiens-le. Maintenant, recule ton épaule droite d'une fraction seulement. Arrête. Le processus était d'une lenteur agonisante. Chaque petit mouvement prenait des minutes de préparation. Discussion entre Rich et son équipe. Instructions minutieuses à Louise. Puis le mouvement lui-même. Puis tout le monde se figeait et attendait de voir si quelque chose se passait. J'observais depuis ma position près des civils restants. Mon travail maintenant était de chuchoter ce qui se passait. Expliquer pourquoi cela prenait si longtemps. Pourquoi ils ne pouvaient pas simplement arracher le gilet. Pourquoi chaque mouvement devait être si prudent et précis. Les gens écoutaient. Certains hochèrent la tête. D'autres fixaient simplement la scène avec de grands yeux. Le temps s'était étiré étrangement. Chaque minute semblait durer 1 heure. Mes jambes commençaient à me faire mal à force de rester si immobile. Mon cou me faisait mal à cause de la tension, mais je ne bougeais pas. Personne ne bougeait, sauf Rech et son équipe travaillant sur le gilet et Louise suivant leurs instructions avec des mains tremblantes.
Théo continuait de parler tout le temps, posant des questions à Louise sur le football, sur le lycée, des choses aléatoires qui semblaient inutiles. Mais j'ai réalisé qu'il essayait de garder Louise concentrée, d'occuper son esprit pour qu'il ne panique pas. Intelligent. Après ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que 30 minutes, Rakesh a fait un ajustement final. Il a tenu un petit outil, a fait quelque chose que je ne pouvais pas voir clairement, puis il a reculé, a fait signe à son équipe. Ensemble, ils ont soulevé le gilet avec précaution du corps. Louise est restée figée pendant qu'il le retirait. Au moment où le gilet a été complètement enlevé et scellé dans un sac spécial, Louise s'est effondrée. Ses genoux ont simplement cédé. Il est tombé en avant sur la scène, sanglotant. De gros sanglots haletants qui résonnaient dans la salle de bal silencieuse. L'équipe de Théo a agi immédiatement. Ils ont tiré les bras de Louise derrière son dos. Ils l'ont menottée. Ils lui ont lu ses droits d'une voix neutre et professionnelle. Le contraste était discordant. Une seconde, il était un gars effrayé qui a failli mourir. La seconde d'après, il était un criminel arrêté. Les deux sont vrais, je suppose. La salle de bal a été transformée rapidement après cela. Du ruban jaune a été placé pour marquer des sections. De petits marqueurs numérotés ont été placés sur le sol. Des gens en vestes officielles ont commencé à prendre des photos, à mesurer des choses, à écrire des notes. Un détective est arrivé. Grand gars aux cheveux gris et au visage fatigué. Quelqu'un a dit qu'il s'appelait Tyrone Maddox. Il a commencé à organiser les déclarations des témoins. Il a installé une table près de l'entrée. Il a appelé les gens un par un. Quand ce fut mon tour, je me suis assise en face de lui. Il avait des yeux gentils malgré son air épuisé, m'a demandé de décrire ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. J'ai utilisé ma formation juridique. J'ai donné des détails précis. Je me suis tenue aux faits. Je n'ai pas spéculé sur des choses que je n'avais pas directement observées. Il a tout écrit, a posé des questions de suivi, m'a remercié d'être si clair. Je me suis sentie étrangement fière de moi d'avoir fait une bonne déclaration, même si c'était une chose étrange d'être fière en ce moment. Théo a disparu pendant que je faisais ma déclaration. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai vu nulle part. Puis j'ai vu une porte près de la scène ouverte. À travers elle, j'ai aperçu des gens en équipement tactique. Des types d'allure officielle en costume. J'ai vu le dos de Théo. Il parlait à son commandant. Son langage corporel semblait tendu. Le commandant faisait des gestes avec ses mains. Théo restait très immobile à écouter. J'ai ressenti un étrange sentiment d'être abandonné. Même si ce n'était pas juste, il avait un travail, des responsabilités, tout un processus de compte-rendu qu'il devait suivre. Mais quand même, une partie de moi voulait qu'il vienne me voir, s'assurer que j'allais bien, me dire ce qui allait se passer ensuite. J'ai refoulé ce sentiment, me suis concentrée sur la fin de ma déclaration, j'ai répondu à toutes les questions du détective. Quand j'ai eu fini et qu'on m'a permis de quitter la salle de bal, il était presque l'aube. Le ciel à l'extérieur avait cette couleur grise étrange d'avant le lever du soleil. J'étais épuisée, mais trop nerveuse pour dormir. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche, j'ai essayé de traiter ce qui venait de se passer, mais mon cerveau ne s'est pas calmé. Je continuais de voir le gilet, d'entendre le fort craquement du dispositif d'interruption, de voir Louise s'effondrer et sangloter. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 7 heures du matin. Des SMS de personnes qui n'étaient pas aux retrouvailles me demandant si j'allais bien, m'envoyant des liens. J'ai cliqué sur un, c'était une vidéo. Quelqu'un avait filmé Louise obligeant Théo à nettoyer le vin. Toute la scène humiliante. Puis cela passait aux images de l'assaut. Théo en équipement tactique maîtrisant les hommes masqués. Le contraste était saisissant. Dans un clip, il était à genoux en train d'être moqué. Dans le suivant, il était en contrôle total et sauvait tout le monde. Les commentaires étaient un désastre. Les gens se moquèrent de la scène précédente, insultant Louise par son nom, louaient Théo, faisant des blagues, transformant toute l'expérience terrifiante en divertissement, en gif de réaction. J'ai senti la colère monter en moi. Ce n'était pas du divertissement. Des gens auraient pu mourir. Théo a dû endurer l'humiliation dans le cadre de son travail. Et maintenant, tout le monde le traitait comme du contenu, comme une histoire à partager et à rire. Je me suis surprise à vouloir protéger Théo de toute cette attention, le protéger d'une manière ou d'une autre, même si je le connaissais à peine, même s'il était clairement capable de prendre soin de lui-même. Quelque chose dans le fait de le voir se faire moquer en ligne après l'avoir vu sauver tout le monde m'a mise en colère. Mon téléphone professionnel a sonné en milieu de matinée. C'était la directrice des RH de mon cabinet d'avocat. Elle avait l'air inquiète.
Elle m'a interrogée sur ma participation en tant que témoin. Elle voulait savoir si j'avais fait des déclarations à la police, si mon nom serait dans un rapport. Elle a expliqué qu'il pourrait y avoir des conflits si cette affaire allait au tribunal. Si j'étais appelée à témoigner, le cabinet devait éviter toute apparence d'irrégularité. Elle a suggéré que je garde un profil bas. Ne discutez pas des détails publiquement, ne publiez rien à ce sujet sur les réseaux sociaux. La conversation m'a frustrée. Je comprenais la nécessité professionnelle, les exigences éthiques, mais une partie de moi se sentait mal à l'aise d'être sommée de me taire, de cacher ma participation, comme si j'avais fait quelque chose de mal en étant là, en aidant. J'ai accepté parce que je n'avais pas vraiment le choix. Mais ça ne m'a pas plu. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une femme s'est présentée comme Anna Raldi. Elle était procureure fédérale. Elle avait besoin que je signe un accord de non-divulgation, NDA, pour protéger une enquête en cours. Elle a laissé entendre que c'était plus grand que Louise, qu'il y avait d'autres personnes impliquées, d'autres opérations qu'ils enquêtaient. Elle ne pouvait pas me donner de détails, mais elle avait besoin que j'accepte de ne pas discuter de certaines choses publiquement. J'étais mécontente du secret, je voulais savoir ce qui se passait réellement, mais je respectais aussi le fait qu'il pouvait y avoir des raisons opérationnelles légitimes de garder le silence. De bonnes raisons que je ne pouvais pas encore voir. Elle m'a envoyé un email avec le NDA. Je l'ai lu attentivement. J'ai utilisé ma formation juridique pour comprendre exactement à quoi j'accédais. Les termes semblaient raisonnables, spécifiques, pas trop larges. Je l'ai signé électroniquement et l'ai renvoyé. Puis je me suis assise dans mon appartement, me sentant étrange et déconnectée, comme si je faisais partie de quelque chose de grand, mais aussi complètement dans le noir quant à ce que c'était réellement. Au cours des jours suivants, l'enquête a progressé rapidement. Tyrone m'a appelé pour examiner certains documents qu'ils avaient recueillis sur Louise. Je me suis assise dans une petite salle de conférence au poste de police pendant qu'il étalait des papiers sur la table. Les vérifications d'antécédents montrèrent des dettes de jeu auprès de 3 établissements de prêt sur salaires différents. Ses cartes de crédit étaient complètement épuisées. Il y avait des enregistrements de lui empruntant de l'argent à des gens de la scène de jeu locale. Des noms que je reconnaissais du lycée qui avaient toujours de l'argent et des voitures chères pour des raisons dont personne ne parlait. Voir toutes ces informations m'a fait sentir étrange à propos de Louise. J'étais toujours en colère contre ce qu'il avait fait. Je me souvenais toujours de lui obligeant Théo à s'agenouiller sur le sol, mais je voyais aussi quelqu'un qui était submergé par des problèmes d'argent et qui avait pris des décisions terribles parce qu'il se sentait piégé. Cela n'excusait rien, mais le rendait moins un pur méchant et plus quelqu'un qui avait gravement foiré sous la pression. Tyrone m'a regardé tout lire et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, que j'étais juste en train de traiter. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Pendant ce temps, une autre équipe a effectué un 2e balayage du parking de l'hôtel. Ils ont trouvé un placard d'entretien près du quai de chargement que personne n'avait vérifié la première fois. À l'intérieur, il y avait une petite boîte cachée derrière les fournitures de nettoyage. Des fils de différentes couleurs. 3 téléphones jetables encore dans leur emballage, ce qui ressemble à des composants de gilets et des blocs batteries enveloppés dans du plastique. La découverte me frappe de plein fouet lorsque Tyrone me montre des photos. Ce n'était pas seulement Louise agissant seule dans la folie. Quelqu'un a planifié cela, a fourni les matériaux, avait un équipement de secours prêt. Je sens une nouvelle vague de peur me traverser le corps en pensant à ce que nous avons réellement interrompu cette nuit-là. Que serait-il arrivé si Théo n'avait pas été là, si son équipe ne s'était pas déplacée si vite? Le directeur de l'hôtel fournit des images de sécurité des jours précédant les retrouvailles. Tyrone me ramène pour regarder des extraits spécifiques. Il y a Louise 2 heures avant que tout ne commence. Il est debout près d'une entrée de service, parlant à quelqu'un portant une veste à capuche. La personne garde la tête baissée. Son visage n'est jamais tourné vers la caméra. Elle donne à Louise quelque chose de petit, peut-être un téléphone. L'échange dure moins d'1 minute. Puis la personne à capuche part et disparaît au coin d'une rue. La qualité de la vidéo est terrible, trop granuleuse pour distinguer de vrais détails. Je la regarde 3 fois, essayant d'apercevoir quelque chose d'utile. Quelque chose qui pourrait aider à identifier qui est cette personne, mais il n'y a rien de clair, seulement des ombres et des images pixelisées. La frustration grandit dans ma poitrine. Quelqu'un à l'extérieur a fourni ce gilet à Louise, lui a dit quoi faire, et nous n'avons aucune idée de qui il est ou s'il prévoit autre chose. Je sors du poste de police lorsque j'entends des voix provenant d'un bureau latéral. La porte est partiellement ouverte.
Anaïsa et Tyrone sont à l'intérieur, en train d'avoir ce qui ressemble à une dispute. Leurs voix ne sont pas fortes, mais la tension est évidente. Anaïsa dit quelque chose à propos des statuts fédéraux sur le terrorisme et la compétence. Tyrone s'oppose, disant « C'est une activité criminelle locale et votre département devrait diriger l'enquête. » Ils se disputent pour savoir qui a l'autorité. Qui devrait prendre les décisions, quelle agence est censée contrôler l'enquête. Je reste dans le couloir à écouter et je réalise à quel point le système juridique est réellement compliqué. Tous ces groupes différents essaient de travailler ensemble, mais aussi de protéger leur propre territoire, se battant pour savoir qui est responsable. Leur problème de coordination m'inquiète. Je veux que quelqu'un soit clairement en charge des choses, quelqu'un qui s'assure que nous soyons tous en sécurité. Au lieu de cela, on dirait que tout le monde tire dans des directions différentes. Je rentre chez moi, me sentant mal à l'aise. Mon appartement est au 3e étage d'un vieil immeuble. Je me gare à ma place habituelle et monte les escaliers extérieurs. À l'intérieur, je pose mon sac et vérifie mon téléphone. Il y a un message texte d'un numéro inconnu. Je l'ouvre sans réfléchir. Mon adresse personnelle est juste là sur l'écran, la rue exacte et le numéro d'appartement. En dessous, seulement 4 mots. Si tu parles, tu saignes. Mes mains commencent à trembler si fort que je manque de laisser tomber le téléphone. Je lis le message 3 fois. Chaque fois, il devient plus réel, plus menaçant. Quelqu'un sait où j'habite. Quelqu'un surveille, essaie de me faire taire. La crise dans la salle de bal était terrifiante, mais aussi distante d'une certaine manière, comme quelque chose qui arrive à un groupe. C'est personnel. Quelqu'un me cible spécifiquement chez moi. Mon espace sûr ne me semble plus sûr. J'attrape mon ordinateur portable et transfère immédiatement le SMS à Tyrone. Puis je l'appelle. Il répond à la 2e sonnerie. J'essaye de garder ma voix ferme pendant que je lui explique ce que je viens de recevoir. Il me dit de rester à l'intérieur, de tout verrouiller. Il enverra une patrouille tout de suite. 20 minutes plus tard, on frappe à ma porte. 2 officiers sont dehors. Ils vérifient mes serrures, se promènent dans mon appartement, me donnent une carte avec des numéros directs à appeler. Tyrone a fait en sorte que les patrouilles passent régulièrement. Quelqu'un vérifiera mon immeuble toutes les quelques heures. La réponse est professionnelle et me fait me sentir un peu mieux. Mais cette nuit-là, je continue de vérifier les serrures de ma porte 3 fois avant de me coucher, je teste les fenêtres, je regarde le parking plusieurs fois. Chaque petit bruit me fait sursauter. Je dors à peine. Le lendemain matin, mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Je manque de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. C'est Théo. Sa voix est calme et prudente. Il me demande comment je vais, si je vais bien. Je lui parle du SMS, de la menace. Il se tait un instant, puis me donne des conseils de sécurité pratiques. Varie tes routines. Ne sors pas et ne rentre pas chez toi aux mêmes heures tous les jours. Reste consciente de ton environnement. Gare-toi à différents endroits. Observe qui est autour de toi. Le conseil est de spécifique et me rassure d'une certaine manière. Comme si avoir un plan rendait le danger plus gérable, mais je suis également frustrée qu'il ne puisse pas m'en dire plus. Il ne peut pas expliquer ce qui se passe réellement ou qui pourrait me menacer. Je comprends qu'il a des règles, des autorisations, des choses qu'il ne peut pas partager, mais ça me dérange toujours. Plus tard dans la journée, Tyrone rappelle. Il pense que je devrais rester ailleurs temporairement. Mon appartement semble trop exposé, trop facile à surveiller pour quelqu'un. Il me demande si j'ai de la famille à proximité, des amis qui pourraient m'héberger pendant un certain temps. Je réfléchis aux options. Mes parents vivent à 3 heures de route. La plupart de mes amis proches ont des colocataires ou de petits endroits. Puis je me souviens de Grace Hayashi du travail. Elle a mentionné une fois avoir une chambre libre après le départ de sa sœur. Je l'appelle, lui explique une partie de ce qui se passe sans enfreindre l'accord de non-divulgation. Elle ne pose pas beaucoup de questions, me dit juste de venir quand je serai prête. J'emballe une valise en pilote automatique, je prends des vêtements et des articles de toilette, mon ordinateur portable et mes chargeurs, quelques livres que je ne lirai probablement pas. Tout semble surréaliste. Comme si j'étais déplacée de ma propre vie, mais je suis également reconnaissante d'avoir un endroit sûr où aller. Quelqu'un prêt à aider sans compliquer les choses. La maison de Grace se trouve dans un immeuble plus récent avec des portes de sécurité et des caméras. Elle me montre la chambre d'amis et me donne une clé. Elle me dit de rester aussi longtemps que nécessaire. Cette nuit-là, je dors mieux que dans mon appartement. Quelques jours plus tard, Théo envoie un autre SMS. Il suggère de nous rencontrer brièvement dans un parc public,
Un endroit ouvert où nous pourrions voir quiconque s'approcher. J'accepte et m'y rends l'après-midi suivant. Quand j'arrive, il est déjà là, assis sur un banc dans des vêtements décontractés, jeans et veste. Mais ses yeux bougent constamment. Vérifiant toutes les sorties, observant les gens qui marchent, notant les lignes de mire et les problèmes potentiels. Le voir opérer de cette manière est différent de voir l'assaut lors des retrouvailles. C'était dramatique, évidemment dangereux. C'est silencieux et constant. Le prix de son travail inscrit dans la façon dont il ne peut jamais se détendre complètement. Comment il est toujours en train de scanner, toujours prêt. Nous nous asseyons, et il explique sa théorie sur ce qui se passe réellement. Il pense que cela fait partie d'un réseau de vol. Ils utilisent de fausses menaces de bombes pour figer les foules, créer la panique et le chaos pendant que tout le monde est distrait. Les complices se déplacent pour voler des objets de valeur, des téléphones, des portefeuilles, des bijoux, tout ce qu'ils peuvent saisir rapidement. L'explication a du sens, mais cela rend également les choses pires d'une certaine manière. L'humiliation lors des retrouvailles n'était pas personnelle. Il ne s'agissait pas de Théo spécifiquement. C'était juste une cruauté opportuniste. Ils ont vu une opportunité d'utiliser quelqu'un qui se faisait déjà taquiner et l'ont saisi. C'est à la fois meilleur et pire. Meilleur parce que ce n'était pas ciblé. Pire parce que cela signifie que nous étions tous de simples cibles de commodité. Juste des gens au mauvais endroit qui avaient des choses qui valaient la peine d'être volées. Théo se déplace sur le banc et me regarde droit. Il me demande si je serais prête à surveiller le chat de groupe des anciens élèves à la recherche de quelque chose de suspect, compte tenu de mon accès et de mon œil juridique pour les détails. La demande me prend par surprise, mais quelque chose fait tilt. J'ai enfin un moyen pratique d'aider au lieu d'être simplement effrayée et d'attendre que quelqu'un d'autre arrange tout. Je dis oui avant d'y avoir complètement réfléchi. Mais ensuite je m'arrête et j'établis quelques conditions. J'ai besoin qu'il me tienne au courant de tout risque. Je ne ferai rien de dangereux sans soutien. J'ai besoin de savoir ce que je cherche et quoi faire si je le trouve. Théo hoche la tête immédiatement, et je peux voir qu'il respecte les limites. Il me traite comme une partenaire, au lieu de juste une autre témoin qu'il doit protéger. Cela compte plus que ce à quoi je m'attendais. Nous échangeons des informations de contact sécurisées, et il me montre comment utiliser une application chiffrée sur mon téléphone. Puis il me raccompagne jusqu'à ma voiture et attend que je sois à l'intérieur avec les portes verrouillées avant de se diriger vers son propre véhicule. De retour à l'appartement de Grace, j'ouvre mon ordinateur portable et le chat de groupe des anciens élèves. J'en suis membre depuis des années, mais je le vérifie rarement. C'est surtout des gens qui partagent de vieilles photos ou planifient des événements. Je commence à faire défiler l'historique des messages, à la recherche de tout ce qui semble étrange. Au début, il n'y a rien d'inhabituel, juste des choses normales de planification des retrouvailles, mais ensuite je remarque des espaces vides dans les fils de conversation, des endroits où des messages semblent avoir été supprimés. Je clique sur certains profils d'utilisateurs et vérifie leur activité récente. C'est là que je le vois. Une publication supprimée entre Louise et quelqu'un avec le nom d'utilisateur Coach, parlant de temps de chargement et de fenêtres de distraction. Mon cœur commence à s'emballer alors que je prends des captures d'écran de tout ce que je peux voir avant que d'autres ne disparaissent. Les messages sont suffisamment vagues pour paraître innocents si vous ne cherchiez pas quelque chose de spécifique, mais sachant ce qui s'est passé aux retrouvailles, la signification est évidente. Je passe les 2 heures suivantes à creuser le côté technique du chat. J'ai réussi à récupérer des aperçus de messages mis en cache à partir de l'historique de mon navigateur. Les métadonnées montrent que ces conversations ont eu lieu 2 semaines avant les retrouvailles. Quelqu'un a planifié cela bien à l'avance. Le travail technique me fait me sentir compétente et utile, d'une manière qui contrecarre la peur impuissante. Je fais quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait réellement avoir de l'importance. Je rassemble tout dans un dossier avec des horodatages et des notes de contexte. Ma formation juridique entre en jeu lorsque j'organise correctement les preuves. La chaîne de possession est importante même pour les captures d'écran numériques. J'appelle Tyrone via le numéro officiel qu'il m'a donné et je lui explique ce que j'ai trouvé. Il me demande de tout envoyer via le portail de téléchargement sécurisé du département de police. Je fais cela en premier, en m'assurant que chaque fichier est clairement étiqueté. Ensuite, j'utilise l'application chiffrée que Théo m'a montrée pour envoyer des copies à un point de dépôt sécurisé qu'il a configuré. Être le pont entre les différentes parties de l'enquête me semble important. Mais cela crée également une tension étrange quant à savoir pour qui je travaille réellement. Est-ce que j'aide la police ou est-ce que j'aide l'opération militaire de Théo? Est-ce la même chose?
Je mets les questions de côté et je me concentre sur le fait de m'assurer que tous ceux qui ont besoin de cette information la reçoivent. 2 jours plus tard, Annalisa m'appelle. Elle a examiné les preuves et pense qu'elles sont suffisamment solides pour pousser Louise vers une session de plaidé coupable. Elle explique que cela signifie qu'il rencontrerait les procureurs pour partager des informations en échange d'accusations potentiellement réduites. Sa pensée stratégique m'impressionne. Elle transforme mes captures d'écran en un véritable levier. Elle organise le chaos en étapes qui pourraient mener quelque part. Je suis reconnaissante que quelqu'un prenne le contrôle et fasse avancer les choses au lieu de simplement collecter des informations sans fin. Le développement suivant arrive plus rapidement que prévu. Anaïsa et Tyrone élaborent un plan pour que je réponde à Coach dans le chat des anciens élèves. Je suis censée agir comme si je récupérais des bijoux oubliés au nom d'une camarade de classe qui est partie tôt des retrouvailles. L'alibi est logique, mais j'ai peur. En fait, terrifiée, si je suis honnête. J'insiste pour avoir des protocoles de sécurité écrits avant d'accepter quoi que ce soit. Tyrone m'envoie un document de 2 pages décrivant exactement ce que je dois et ne dois pas faire. Où la réunion doit avoir lieu, combien d'officiers seront à proximité, que faire si quelque chose ne va pas. La lecture des étapes spécifiques m'aide à me calmer. Je ne suis pas jetée dans le danger à l'aveugle. Il y a un plan. Rich me rencontre dans un café l'après-midi suivant pour me briefer sur les bases de la sécurité personnelle. Il est calme et pratique lorsqu'il explique où s'asseoir dans les espaces publics. Regarde toujours l'entrée. Garde ton dos contre un mur. Observe qui entre et sort. Ne touche jamais rien que quelqu'un te tend directement. Sois attentive aux personnes qui semblent trop intéressées par toi ou qui apparaissent à plusieurs endroits. Ces conseils techniques rendent le danger gérable d'une certaine manière. Comme s'il y avait des actions spécifiques que je peux entreprendre pour rester en sécurité au lieu de simplement espérer que rien de mal n'arrive. J'écris tout dans un petit carnet que je peux emporter avec moi. Cette nuit-là, Théo me guide à travers une phrase clé pour interrompre la réunion si quelque chose ne va pas. Si je dis les mots « le café a un goût de brûlé », son équipe intervient immédiatement. Nous la pratiquons plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle semble naturelle. Puis il me conduit au café que nous avons choisi pour la réunion. Il me montre toutes les sorties et les lignes de mire. Il me montre où ces hommes seront positionnés. Il explique ce qui va arriver et sous quels angles. Le soin qu'il apporte à ma sécurité me réchauffe le cœur. Il ne m'utilise pas seulement pour des informations. Il se soucie vraiment de savoir si je suis blessée. La confiance entre nous grandit avec chaque détail pratique qu'il partage. Nous nous décidons pour un café bondé du centre-ville avec une bonne couverture de caméras et un trafic piétonnier prévisible. C'est le genre d'endroit où 2 personnes se rencontrant semble complètement normal. Théo me guide à travers la disposition 3 fois, me montre la meilleure table à choisir, explique ce que son équipe surveillera. Je répète mon alibi 2 fois pendant qu'il écoute et propose des suggestions. J'ai besoin d'avoir l'air décontracté en ramassant des objets perdus, comme si c'était une faveur pour un ami plutôt que quelque chose de suspect. Mon anxiété bourdonne constamment sous la surface, mais je la pousse. Je peux le faire. J'ai du soutien. Il y a un plan. Tout ira bien. Le lendemain matin, j'arrive au café 30 minutes à l'avance. Je choisis la table que Théo m'a montrée. Dos au mur, vue dégagée sur l'entrée et les 2 sorties latérales. Je commande un café ordinaire et m'assois avec mon téléphone, comme si je vérifiais des messages. Mes mains tremblent légèrement, alors je les garde enveloppées autour de la tasse tiède. La voix de Théo arrive par le petit écouteur qu'il m'a donné la nuit dernière. Il me dit qu'il est en position de l'autre côté de la rue. 2 autres membres de l'équipe sont à l'intérieur, faisant semblant de travailler sur des ordinateurs portables. Tyrone est dans une voiture banalisée au coin de la rue. L'installation me fait me sentir plus en sécurité, mais mon cœur bat toujours fort dans ma poitrine. À exactement 10 ans, un homme entre par la porte. Il doit avoir la quarantaine avec des cheveux gris sur les tempes. Il porte un pantalon kaki et une chemise bleue à boutons, des vêtements décontractés d'affaires, comme s'il venait de quitter un travail de bureau. Il scanne la salle une fois, puis marche directement vers ma table avec un sourire aimable. Il s'assoit en face de moi sans demander. Son aisance face à tout cela me donne des frissons. Je force mon visage à rester neutre et amical. Il tend la main à travers la table et se présente comme Brian Lockwood. Je lui serre la main même si le fait de le toucher me donne envie de reculer. Il me demande si je récupère des articles pour Sarah des retrouvailles. J'acquiesce et dis que oui. Elle est partie tôt et m'a demandé de ramasser tout ce que les gens trouvaient. Le mensonge sort plus facilement que prévu. Brian plonge la main dans la poche de sa veste et je me crispe complètement. Mais il ne sort qu'une petite boîte à bijoux en velours. Il la glisse sur la table vers moi.
À l'intérieur se trouve un bracelet en diamant qui n'appartenait certainement à personne de nos retrouvailles. Je fais semblant de l'examiner tout en essayant de garder mon expression décontractée. Brian s'adosse à sa chaise, l'air totalement détendu. Il mentionne avec désinvolture que les retrouvailles ont été tout un événement. J'acquiesce avec prudence, gardant mes réponses courtes. Puis il dit quelque chose qui me glace le sang. Il remarque que la prochaine fois, ils auront besoin de moins de bruit. Les mots confirment tout ce que Théo soupçonnait. Il planifie d'autres opérations, d'autres fausses attaques terroristes, d'autres vols pendant le chaos. Ma rage bouillonne, chaude et rapide dans ma poitrine. Mais je me force à garder mon rôle. Je hoche simplement la tête comme si je comprenais ce qu'il voulait dire. Je lui demande ce qu'il fait dans la vie, essayant d'avoir l'air d'avoir une conversation normale. Il explique qu'il est fournisseur pour des entrepreneurs en sécurité. Il travaille avec des lieux et des espaces événementiels. L'explication a parfaitement du sens pour expliquer comment il connaîtrait les événements à venir et la disposition de la sécurité. Il commence à parler d'un prochain gala de charité en centre-ville. Il mentionne que la liste des invités comprend des donateurs riches. Il dit que cela pourrait être une bonne opportunité. Je me rends compte qu'il est en train de me recruter. Il pense que je suis intéressée à faire partie de son opération. Cette supposition me donne la nausée, mais je continue d'acquiescer. Je lui dis que cela semble intéressant et je lui demande quand c'est. Il est sur le point de répondre lorsque la voix de Théo arrive par mon écouteur. Il dit qu'ils entrent, maintenant. Je vois Théo entrer par la porte principale. Tyrone entre par l'entrée latérale. 2 autres officiers que je ne reconnais pas bloquent la sortie arrière. Tout se passe rapidement mais sans drame. Théo se dirige vers notre table et montre son badge. Il dit à Brian qu'il est en état d'arrestation. L'expression aimable de Brian ne bronche même pas. Il soupire simplement et met ses mains sur la table. Tyrone le menotte pendant qu'il lui lit ses droits. Les autres clients du café nous regardent. Certains sortent leur téléphone pour enregistrer. Mais tout est terminé en moins de 2 minutes. Pas de cris, pas de course-poursuite, pas de spectacle, juste professionnel et efficace. Je les regarde emmener Brian vers la porte. Une vague de soulagement m'inonde si fort que j'en ai le vertige, mais je suis aussi complètement épuisée. Trop fatiguée pour la chute d'adrénaline que je sais qu'elle va venir. Je veux juste que ça se termine. Théo revient à la table après que Brian soit dans la voiture. Il me demande si je vais bien. Je hoche la tête, mais je ne me fais pas encore confiance pour parler. Il s'assoit en face de moi et m'explique ce qui va se passer ensuite. Ils vont ficher Brian au poste. Ils vont fouiller son téléphone et tout c'est bien. Tu devras faire une autre déclaration. Sa voix est calme et ferme et m'aide à me sentir plus ancrée. Nous quittons le café ensemble 20 minutes plus tard. Je fais ma déclaration au poste de police. Je décris exactement ce que Brian a dit à propos de « la prochaine fois et moins de bruit » à propos du gala de charité qu'il a mentionné. Le détective qui prend ma déclaration note tout soigneusement. Puis Tyrone me prend à part. Il me montre des photos du téléphone de Brian sur son écran d'ordinateur. Il y a une clé pour une unité de stockage, une liste d'événements à venir avec des dates et des lieux. Chacun est marqué d'un mot qui me retourne l'estomac. Opportunité. C'est comme ça qu'il les appelait. Des opportunités de voler des gens alors qu'ils étaient effrayés et confus. La planification systématique me dégoûte. Nous n'étions pas des cibles personnelles. Nous n'étions pas spéciaux. Nous n'étions que pratiques. Juste une autre opportunité sur une liste. L'idée rend tout pire d'une certaine manière. 2 jours plus tard, Tyrone m'appelle avec une mise à jour. Ils ont fouillé l'unité de stockage en utilisant la clé du téléphone de Brian. Ce qu'ils ont trouvé rend l'affaire solide. Des matériaux explosifs qui pourraient fabriquer plus de faux gilets. 3 gilets terminés prêts à l'emploi. Des brouilleurs de signaux électroniques et des boîtes pleines d'articles volés, bijoux, téléphones, montres et portefeuilles, des preuves de plusieurs événements antérieurs. Je ressens une froide satisfaction de savoir qu'il y en a assez ici pour une poursuite réussie, assez pour s'assurer que Brian et ses partenaires aillent en prison pour longtemps. Les preuves sont accablantes et évidentes. Pendant ce temps, les procureurs fédéraux inculpent formellement Louise. Annalisa m'appelle pour m'expliquer les accusations. Complot en vue de commettre un vol, violation d'armes, crimes liés au terrorisme. La liste est longue et sérieuse. Il risque des décennies de prison s'il est reconnu coupable. Une partie de moi veut qu'il soit entièrement responsable de tout. De la terreur qu'il a causée, d'avoir humilié Théo, de nous avoir tous menacés, mais une autre partie de moi veut la vérité complète sur la façon dont cette opération fonctionnait, sur qui d'autre était impliqué,
sur ce qu'il prévoyait ensuite. Annalisa me dit que Louise a demandé un avocat, puis a demandé ce qu'on appelle une session de plaidé coupable. Elle explique que cela signifie qu'il veut rencontrer les procureurs pour partager des informations. En échange, il espère des accusations réduites ou une peine plus légère. La nouvelle ne me surprend pas. Louise a toujours pris le chemin le plus facile. Il a toujours cherché des raccourcis. Ce n'est qu'une autre version de ce même modèle. La session de plaidé coupable a lieu 3 jours plus tard dans le bâtiment fédéral du centre-ville. Je n'ai pas le droit d'y assister, mais Annalisa me fait un compte-rendu par la suite. Elle dit que Louise a été coopératif, détaillé. Il leur a tout dit. Il a expliqué comment il a été recruté par des cercles de jeu, comment ses dettes ne cessèrent d'augmenter jusqu'à ce qu'il ne puisse plus payer, comment quelqu'un l'a approché avec une offre, porté le gilet aux retrouvailles, créé le chaos et la peur. En échange, ils effaceraient complètement ses dettes. Il connaissait la disposition du lieu pour avoir aidé à planifier les retrouvailles. Il savait quand la sécurité serait la plus légère. Il a fourni des informations d'initiés qui ont rendu toute l'opération possible. Le gilet était conçu pour avoir l'air réel, mais il n'était en fait pas dangereux. Le plan était que les hommes masqués volent tout le monde pendant la panique. Puis Louise se rendrait pacifiquement. Tout le monde penserait qu'ils ont à peine survécu à une attaque terroriste. Personne ne se concentrerait sur les objets de valeur manquants avant bien plus tard. Son témoignage est détaillé et exhaustif. Il nomme d'autres membres de l'opération, fournit des dates et des lieux de précédents emplois, explique toute la structure du fonctionnement du groupe. Mes sentiments à son égard restent compliqués et confus. Je ressens du mépris pour ses choix, pour sa cruauté envers Théo, pour sa faiblesse. Mais je ressens aussi une pitié réticente pour la façon dont il était piégé par ses propres mauvaises décisions, à quel point il devait être désespéré. Le mélange d'émotions est inconfortable, et je n'essaie pas de le résoudre. Au cours des 2 semaines suivantes, Annalisa travaille à la structuration d'un accord de coopération. Elle m'explique les termes avec un café un après-midi. Peine de prison réduite. Au lieu de 30 ans, il purgerait 8 à 10 ans. Paiement obligatoire à un fonds de restitution pour toutes les victimes. Traitement et conseils obligatoires pour son problème de jeu. Témoignage obligatoire contre d'autres membres de l'opération. L'accord a un sens pratique. Sa coopération pourrait prévenir de futures attaques. Cela pourrait aider à poursuivre des membres plus dangereux du groupe. Mais je ne suis pas entièrement à l'aise avec cela. 8 ans me semble très peu pour ce qu'il a fait, pour la terreur qu'il a causée, pour la proximité d'un vrai désastre. Mais je comprends aussi que c'est ainsi que le système fonctionne. C'est la justice pratique qui pourrait réellement prévenir de futurs incidents. Parfois, il faut accepter ce qui est suffisant au lieu de ce qui est parfait. La couverture médiatique commence à paraître la même semaine. Des articles sur l'attaque déjouée lors de nos retrouvailles, sur le réseau criminel qui ciblait des événements dans toute la ville, mais la couverture est aseptisée et vague. Ils attribuent une générique réponse inter-agence à la résolution réussie. Ils mentionnent la police locale et les autorités fédérales travaillant ensemble, mais ne nomment jamais Théo spécifiquement, ne mentionnent jamais son rôle ou son unité, ne montrent jamais son visage ni n'utilisent son nom. Je suis fière de lui pour ce qu'il a fait, fière de son talent et de sa bravoure. Mais je suis également irritée en son nom qu'il ne puisse pas être publiquement reconnu, qu'il doive rester anonyme pendant que d'autres s'attribuent le mérite. Même si je comprends pourquoi son travail exige le secret. La sécurité opérationnelle compte plus que la louange publique. Pourtant, cela semble injuste. Puis le harcèlement en ligne commence. Quelqu'un publie les vidéos des retrouvailles sur les réseaux sociaux. Celle qui montre Louise humiliant Théo, le montrant à genoux en train d'essuyer du vin, montrant Hayley lui piétinant la main. Les vidéos se propagent rapidement sur plusieurs plateformes. En quelques jours, elles sont partout. Les commentaires sont brutaux et cruels. Certaines personnes se moquent de Théo pour s'être laissé humilier. D'autres se moquent de Louise pour son attaque ratée. Certains font des blagues sur toute la situation. Ils transforment la terreur réelle en divertissement et en mème. Mon propre visage apparaît dans certaines des vidéos. Les gens commencent également à commenter à mon sujet, m'appelant par des noms, inventant des histoires sur ma relation avec Théo, envoyant des messages cruels à mes comptes de réseaux sociaux. Je me tais et je bloque systématiquement. Je signale le pire harcèlement. J'essaie de ne pas lire les commentaires, mais il est difficile de les ignorer complètement. Les notifications constantes font monter mon anxiété chaque fois que mon téléphone vibre. La directrice des RH de mon cabinet m'appelle pour une réunion. Elle est préoccupée par l'attention en ligne,
craignant que cela n'affecte mon travail ou la réputation du cabinet. Elle m'offre un soutien et des ressources, suggère que je voudrais peut-être parler à un professionnel. Elle fournit les coordonnées d'un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. J'accepte la recommandation même si une partie de moi résiste à l'idée. Je me dis que je vais bien, que j'ai bien géré tout cela, que je n'ai pas besoin d'aide pour traiter ce qui s'est passé, mais la vérité est que je ne dors pas bien. Je sursaute au bruit soudain. Je vérifie mes serrures plusieurs fois avant de me coucher. Je scanne chaque pièce où j'entre, à la recherche de sortie. Peut-être que parler à quelqu'un aiderait. Peut-être qu'admettre que j'ai des difficultés n'est pas une faiblesse. Peut-être que prendre des mesures pratiques pour y faire face est plus intelligent que de souffrir en silence. Le premier message texte de Théo arrive à 2 heures du matin. 3 jours plus tard, mon téléphone vibre sur la table de chevet et je l'attrape, m'attendant à une autre menace ou à un message de harcèlement. Au lieu de cela, c'est juste une question simple demandant si je dors bien. Je lui réponds que je suis réveillée maintenant et il s'excuse pour l'heure. Il dit qu'il vient de terminer un débriefing et voulait vérifier. Nous échangeons peut-être 10 messages sur rien de précis avant qu'il ne dise qu'il a besoin de se reposer. La conversation est brève mais rassurante d'une certaine manière. Une semaine passe et il m'envoie un nouveau message pendant ma pause déjeuner pour me demander comment se passe le travail. Je lui parle de la charge de travail réduite et il me confie qu'il s'occupe lui-même de la paperasse, la partie ennuyeuse de son travail que personne ne voit. Nous tombons dans un schéma au cours des semaines suivantes où il me contacte à des moments aléatoires et nous parlons de petites choses qui semblent importantes d'une certaine manière. Il me raconte sa terrible cafetière qui ne fonctionne que si vous la frappez 2 fois sur le côté gauche. Je me plains de mon voisin qui joue de l'accordéon à 6 heures du matin tous les matins. Ces conversations ne durent jamais longtemps et nous n'exigeons jamais plus que ce que l'autre personne offre. Le lien entre nous grandit tranquillement dans ces petits moments. Nous respectons tous les deux les limites tout en nous rapprochant. Tyrone m'appelle un mardi matin alors que je passe en revue des dossiers dans l'appartement de Grace. Il a l'air satisfait lorsqu'il me dit qu'ils ont retracé le SMS menaçant jusqu'à un téléphone jetable acheté dans un dépanneur à 2 pâtés de maison du bureau de Brian. Les images de sécurité montrent quelqu'un correspondant au physique de Brian achetant le téléphone en espèces la veille du jour où j'ai reçu la première menace. La preuve le relie directement à des accusations d'intimidation de témoins en plus de tout le reste. Tyrone dit que l'affaire est close et que je n'ai pas à m'inquiéter de nouvelles menaces. Entendre cela fait finalement se desserrer quelque chose de tendu dans ma poitrine. Je le remercie, et je raccroche, et je reste assise là pendant 1 minute à respirer correctement pour la première fois depuis des semaines. L'anxiété constante de bas niveau qui bourdonnait sous tout commence à s'estomper. Le même après-midi, je regarde les réseaux sociaux pendant une pause lorsque je vois la publication d'Hailey. Elle est longue et vague, parlant de la façon dont nous faisons tous des erreurs, et elle a beaucoup appris sur le fait de juger les gens trop rapidement. Elle mentionne l'incident des retrouvailles sans détail et dit qu'elle est désolée pour toute personne qu'elle a blessée. La publication ne nomme jamais Théo, ni n'assume de réelles responsabilités pour lui avoir marché sur la main ou pour les choses cruelles qu'elle a dites. Je la capture et l'envoie à Théo avec un point d'interrogation. Il répond 1 heure plus tard en disant qu'il l'a vue et a déjà bloqué son numéro lorsqu'elle a essayé de le contacter directement. Il ajoute qu'il n'a pas besoin de sa validation ou de ses excuses et n'a aucun intérêt à être en contact. Je suis heureuse de le voir établir ses limites claires, car il mérite mieux que sa performance publique à moitié sincère. Annalisa planifie 3 sessions de préparation avec moi au cours des 2 semaines suivantes. Elle me guide à travers les questions potentielles de contre-interrogatoire, comment gérer les avocats de la défense agressifs, à quoi s'attendre dans un environnement de salle d'audience. Je prends des notes et je pratique mes réponses jusqu'à ce que je me sente raisonnablement confiante. Puis elle m'appelle à son bureau et me dit que les plaidés coupables avancent plus rapidement que prévu et que je n'aurai probablement pas besoin de témoigner du tout. Je sens le soulagement m'envahir d'éviter le procès, mais il y a aussi un étrange anticlimax après toute la préparation. J'ai passé des semaines à me préparer à affronter cela au tribunal, et maintenant c'est simplement fini sans ce moment. Annalisa semble comprendre ma réaction mitigée et me rappelle que la justice n'a pas toujours l'air dramatique ou satisfaisante. Mais elle compte quand même. Rakesh m'envoie par email une invitation à une session d'information de soutien aux victimes qu'il organise pour les personnes touchées par des incidents similaires. Je me présente au centre communautaire le samedi matin, en m'attendant à une sorte de cercle de thérapie. Au lieu de cela, Rich a une présentation avec des diapositives pratiques sur la façon de gérer les déclencheurs et l'anxiété. Il parle de techniques spécifiques comme la méthode d'ancrage 5-4-3-2-1
comment créer un plan de sécurité, quoi faire lorsque vous sentez la panique monter. Son approche pratique du rétablissement post-traumatique semble plus utile que les concepts abstraits de la thérapie. Il nous donne des imprimés avec des outils concrets à utiliser, et je me sens en fait équipée pour gérer les choses au lieu de simplement parler de sentiments. Je le remercie après et il hoche la tête, disant qu'il a traversé ses propres épreuves et sait ce qui fonctionne réellement par rapport à ce qui semble bien. 2 semaines plus tard, Théo suggère de nous rencontrer pour un café dans un café tranquille de l'autre côté de la ville. J'accepte et me présente nerveuse pour des raisons que je ne peux pas nommer. Il est déjà là quand j'arrive, assis à une table de coin face à la porte avec des lignes de vue claires sur toutes les sorties. Nous commandons des boissons et nous nous asseyons. Et la conversation est douce et légèrement gênante dans le bon sens. Il scanne toujours la pièce périodiquement, et je le remarque cocher chaque personne qui entre, mais il se concentre surtout sur moi, et nous parlons de choses normales comme des films et des livres, et des endroits où nous voulons voyager un jour. Nous ne forçons rien au-delà du plaisir de la compagnie de l'autre. Lorsque nous partons, il m'accompagne jusqu'à ma voiture et dit qu'il aimerait recommencer si je suis intéressée. Je lui dis oui. Les plaidés coupables sont finalisés la première semaine du mois suivant. Annalisa m'envoie un résumé des conditions. Plusieurs membres du réseau plaident coupables à des accusations fédérales, notamment de complot, d'armes et de fraude. Brian perd sa licence de sécurité de manière permanente et écope de 8 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Un fonds de restitution est créé pour que les victimes couvrent les frais de thérapie et autres dépenses. Je lis tout 2 fois et je ressens de la satisfaction sans triomphalisme. Justice a été rendue même si elle n'était pas parfaite ou dramatique. Le système a fonctionné comme il est censé le faire, broyant les preuves et la procédure jusqu'à atteindre les conséquences appropriées. Louise accepte une peine réduite de 5 ans avec un traitement obligatoire contre la toxicomanie et des obligations de coopération continue. Son témoignage a aidé à poursuivre les plus gros acteurs de l'opération. Mes sentiments à son égard restent de compliqués. Je suis en colère contre ce qu'il a fait et la façon dont il a traité Théo, mais je comprends aussi qu'il a été pris au piège par les circonstances. De mauvais choix et le désespoir. 5 ans avec traitement est mieux que de le laisser pourrir en prison pendant des décennies sans aide. J'espère qu'il utilisera réellement le traitement pour s'améliorer. 3 mois après les retrouvailles, l'associée directrice de mon cabinet d'avocat m'appelle pour une réunion d'évaluation. Elle dit que l'arrangement de charge de travail réduite a bien fonctionné, mais qu'elle aimerait que je reprenne ma pleine capacité si je suis prête. Je négocie des limites raisonnables sur les types de dossiers et les heures de travail avant d'accepter. Pas de dossier criminel impliquant des bombes ou des armes. Pas plus de 50 heures facturables par semaine. Elle accepte mes conditions sans discussion. Ma confiance revient progressivement alors que je me prouve que je peux toujours bien faire le travail. La première semaine de retour à la pleine charge de dossier est écrasante mais gérable. L'Association des anciens élèves envoie un courriel annonçant un fonds qu'ils ont créé pour aider à couvrir les frais médicaux et de thérapie de toute personne touchée par l'incident. Ils sollicitent des dons et un soutien bénévole. Je lis les détails et je décide de faire un don anonyme plutôt que de le rendre public. Je transfère une somme importante de mes économies et je n'en parle à personne. Je préfère la contribution silencieuse aux grands gestes ou à la reconnaissance publique. Aider est plus agréable lorsque l'objectif est simplement d'aider plutôt que d'être vu comme utile. 1 semaine plus tard, Théo appelle et demande si nous pouvons nous rencontrer pour le déjeuner. J'accepte et nous choisissons un restaurant tranquille près de mon bureau. Il se présente en civil et s'assoit en face de moi avec cette même conscience prudente de son environnement. Nous commandons de la nourriture et parlons de choses normales pendant un moment avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge. Il me dit qu'il est en train d'être transféré à une nouvelle affectation hors de l'État. La nouvelle me frappe plus fort que prévu, mais je garde mon visage neutre. Il dit qu'il veut rester en contact si je suis ouverte à cela. J'apprécie qu'il soit honnête au sujet de ses limites au lieu de faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Il explique que la rotation est standard pour son poste et qu'il sera parti pendant au moins 2 ans. Je lui dis que oui, j'aimerais rester en contact. Nous terminons le déjeuner et il me raccompagne à mon immeuble de bureau. Avant d'entrer, il me donne son adresse e-mail personnelle écrite sur une carte de visite. Ce week-end-là, je sors la boîte de souvenirs des retrouvailles que j'avais rangée dans mon placard. Je parcours les programmes et les étiquettes de noms et les photos que les gens ont publiées sur le groupe des anciens élèves. La fleur que Théo a mise dans mes cheveux est plate et sèche, mais toujours reconnaissable. Je la range soigneusement dans l'un de mes manuels de droit comme marque-page.
Le geste ressemble à une clôture douce sans prétendre que l'expérience n'a pas eu d'importance ou n'a pas fait mal. J'emballe le reste des souvenirs dans la boîte et je la glisse sur une étagère haute. 3 jours plus tard, Anaïsa m'envoie un courriel de suivi avec la documentation officielle de clôture du dossier jointe. Elle confirme que les chèques de restitution sont en cours de traitement et devraient arriver dans les 6 semaines. Les services aux victimes sont toujours disponibles par le biais du programme fédéral si j'ai besoin d'un soutien supplémentaire. L'affaire est officiellement close, tous les plaidés coupables étant finalisés et les peines ayant commencé. Je lis l'email 2 fois et je sens le soulagement m'envahir. Il y a encore des bords persistants d'anxiété quand je pense à tout ce qui s'est passé, mais je suis surtout prête à avancer dans ma vie. J'enregistre l'email dans un dossier dédié et je ferme mon ordinateur portable. 2 mois s'écoulent avec des emails occasionnels entre Théo et moi. Rien de lourd ou d'intense, juste des mises à jour sur le travail et des pensées aléatoires sur des films ou des livres. Puis, un mardi matin, je me réveille avec un message texte d'un numéro inconnu. C'est une photo d'un horizon urbain que je ne reconnais pas avec de grands bâtiments sur un ciel bleu. Le message en dessous ne contient que 4 mots. Café à mon retour. Je regarde l'écran pendant 1 minute avant de taper ma réponse. Oui, lentement ça va. J'appuie sur envoyer et je pose mon téléphone. L'échange ressemble à un optimisme prudent ancré dans la réalité, ouvrant la porte à quelque chose qui pourrait se développer naturellement avec le temps, sans pression ni attente.